La mort, c'est ma vie, chapitre 5, la balle magique. Docteur, la police a ouvert le feu. Il y a un mort, on vous attend. Quand un malfrat descend un policier, ça fait toujours moins de bruit et moins de soucis que quand c'est l'inverse. Quand un policier meurt, la presse s'en fait l'écho en insistant sur l'honneur qui revient à ce bon policier d'avoir offert sa vie pour la sécurité publique. Et on sort les violons. Quand un malfrat meurt sous les balles de la police, la presse s'acharne à chercher les poux sur la tête de l'agent. Je comprends que le magistrat qui m'appelle soit un peu sur les charbons hardi. En clair, ça chauffe. La presse est déjà sur place. Ce qui n'est pas surprenant, car le fait qu'un policier ait abattu un délinquant se sait toujours aussi vite que se répand une traîne de poudre. Les caméras m'indiquant l'endroit où je dois me rendre. Elle sort pointée vers la porte d'entrée de l'habitation de cette petite rue calme. Je sors de ma voiture, prends mon sac à dos qui contient tout le matériel dont j'ai besoin et me dirige vers la maison. Aucun journaliste ne bouge, personne ne pose de questions. Le policier qui gardait la porte d'entrée me demande qui je suis. Je me présente. Il contrôle mon identité puis me laisse passer. C'est la première fois que je me fais contrôler en exerçant ce métier. Peut-être le policier a-t-il cru que j'étais un journaliste déguisé? Dans ma carrière, j'ai été contrôlée à 2 reprises. En arrivant sur les lieux d'un meurtre, celle-ci est la première et il y en aura une seconde, filmée par la télévision alors que le juge d'instruction me salue de loin, se demandant ce qui passe par la tête de la police de faction. J'aurais droit à des commentaires multiples, toujours taquins, suite à ce contrôle surprenant qui survient alors que je communique de loin avec le juge. Aujourd'hui, depuis que j'écris des livres, tous me reconnaissent, même lors des contrôles de police en France. Le juge d'instruction, les policiers, le procureur, tous sont dans l'étroit couloir où pour attendre le juge, je dois me faufiler. Je me présente puisque la police locale n'a pas l'air de me connaître, ce qui fait rire les magistrats, mais peu les policiers. Ils ont les nerfs à vif. C'est leur collègue qui a tiré. Après les avoir entendus, le juge leur demande de quitter les lieux, sauf pour assurer la sécurité extérieure.
et fait venir la police judiciaire qui se charge de l'affaire. Il vaut mieux que ce ne soit pas les policiers ouvrant chaque jour avec le tireur qui gère le dossier, de façon à assurer une certaine neutralité dans l'enquête, ce qui est fondamental pour l'exercice de la justice. C'est la même chose pour nous, les médecins légistes, et pour tous les experts balistiques, incendie, roulage, etc. Il ne faut pas être émotionnellement impliqué pour accomplir ce métier. La neutralité est une nécessité, pas une option. Mouvement dans le couloir. Tous les policiers sortent, ce qui nous fait de la place. Les affaires qui mettent en cause un policier rameutent toujours tout le commissariat. Enfin, de l'espace. Mon plaisir est de courte durée, car la police judiciaire ne tarde pas à se présenter. Ces représentants sont toutefois moins nombreux. Le juge d'instruction leur assigne leurs tâches. Dans l'immédiat, faire une audition circonstancielle du policier qui a tiré et de son binôme, c'est-à-dire du policier qui l'accompagnait dans sa mission. D'après les premiers éléments de l'enquête, les policiers sont intervenus pour interpeller et ramener au commissariat pour audition un homme, Jean Pascal, impliqué dans un trafic de drogue. Jean Pascal avait été convoqué à plusieurs reprises et il ne se présentait pas. Un juge a donc délivré un mandat d'arrêt pour pouvoir l'entendre. Son implication dans ce trafic n'étant ni claire ni formellement établie. Les policiers ont localisé Jean Pascal. Nos deux policiers se sont présentés à l'adresse qui leur avait été renseignée. Ils ont sonné à la porte, laquelle s'est ouverte. Ils avaient devant eux un homme très surpris de les voir et qui a tenté de leur claquer la porte au nez. Sans grand succès, car les policiers poussaient de l'autre côté. 2 contre 1. Ils ont gagné. La porte s'est ouverte. Déjà, Jean Pascal s'enfuyait à travers le vestibule et arrivé dans le living talonné par les policiers qui ont eu le réflexe de dégainer. On ne sait jamais de qui peut passer par la tête du fouillard. Il pourrait s'emparer d'une arme dans l'une des pièces qu'il traverse, et cela semblait bien être le cas. En passant par le living, il a pris un objet sur la table. Jean Pascal continuait à cavaler, à traverser la cuisine, puis est entré dans une chambre qui donnait sur le jardin par une porte-fenêtre. Le temps de l'ouvrir, les policiers l'avaient rejoint. Jean Pascal les a menacés de l'objet dont il s'était saisi dans le living, une arme à feu. Un GP9.
millimètres. Les policiers l'ont menacé en retour. Jean-Pascal a marché à reculons, a traversé la porte-fenêtre qu'il venait d'ouvrir. Un coup de feu a claqué, suivi d'une autre. Le labo a fini son job. Je peux accéder aux pièces qui jonctent le vestibule. Vêtu de la combinaison ad hoc. Je traverse le living, puis la cuisine, puis la chambre à coucher et j'arrive sur la terrasse. Jean-Pascal est couché à plat ventre, son arme encore serrée dans la main droite. Personne ne l'a examiné. Sinon, le labo qui a fait les prélèvements et un médecin qui a confirmé le décès. Le corps est perpendiculaire au mur du fond de la cour, les pieds à une dizaine de centimètres du mur. En fait, la chambre ouvre sur une petite cour, cernée par 3 murs d'environ 3 mètres de haut, en briques rouges. C'est une charmante petite cour, agrémentée d'une table de 2 chaises en teck et de quelques plantes. Peut-être Jean-Pascal espérait-il fuir en escaladant le mur. Peut-être envisageait-il de pousser la table contre un des murs pour pouvoir ensuite grimper dessus. C'est possible, mais c'était trop tard. Comme d'habitude, je commence par un premier examen sur place. J'examine les vêtements et j'ai de la chance. Il fait chaud, c'est l'été. Le nombre de couches de vêtements est toujours inversement proportionnel à la température. Jean-Pascal porte juste un t-shirt, un pantalon et une paire de tongs. Le t-shirt de couleur dominante, bleu foncé, ce qui n'aide pas à voir les taches de sang éventuelles. La seule chose visible est la trace de passage du projectile. Les fibres du tissu sont orientées vers l'intérieur, ce qui évoque une entrée de la balle par le dos, chose surprenante. J'en suis à ce stade de mes constatations lorsqu'arrive Édouard, l'expert en balistique. Il râle parce qu'il a dû écraser sa toute neuve cigarette. On ne fume pas sur une scène de crime. Il a connu le bon vieux temps où toutes ces chipoteries n'existaient pas. En plus, il a dû enfiler la combi blanche de descente, ce qu'il déteste par-dessus tout, et je le comprends.
C'est l'été, il fait chaud et la terrasse est en plein soleil, ce qui signifie que nous y cuisons. Cette combi étanche est une étuile en été et un frigo en hiver. Elle est insupportable à porter, mais est nécessaire et même indispensable pour ne pas perturber les indices de la scène de crime. La combi associée aux bonnes, au masque, au bonnet, au masque, aux gants et aux overshots nous rend les plus neutres possibles dans un environnement délicat qu'il ne faut pas polluer. Je montre ma découverte à Édouard, qui confirme. C'est une entrée et elle est bien dans le dos. Je vérifie auprès du labo que le corps est safe, c'est-à-dire qu'on y a fait tous les prélèvements utiles et nécessaires. Je me hâte ensuite de soulever le t-shirt pour découvrir le dos de Jean-Pascal. L'orifice d'entrée du projectile se trouve plus haut que dans le t-shirt, ce qui indique que lors du tir, le t-shirt était plus haut. Or, le corps a les bras tendus vers le haut, mais les bras n'étaient certainement pas dans cette position de haut. Les mains, mais plus bas. Je les manipule et constate que pour que les orifices correspondent, il faut que les bras soient tendus avec une élévation intérieure des épaules à 90 degrés. Jean-Pascal devait donc tendre les bras vers l'avant, épaules élevées à 90 degrés. C'est l'attitude du tireur menaçant qui braque son flingue devant lui et le tient à deux mains. Quand l'enquête aura avancé, on pourra comparer avec la version des deux policiers. Pour le moment, c'est un dos qu'Édouard et moi gardent jalousement. Manque de confiance. Non. Prudence. Issue de l'expérience de longues années au service de la justice. J'étais en train d'achever une série d'autopsies dans une affaire très médiatisée. La presse nous suivait depuis le matin. Des caméras se trouvaient dans les maisons situées en face du bâtiment de l'Institut médico-légal pour voir les corps sortir des corbillards. Un bruit a couru qu'un journaliste était embusqué sur le toit de la salle d'audience, laquelle s'ouvre sur une cour intérieure par des fenêtres qui donnaient un bel éclairage naturel à la salle. Lorsque les policiers sont intervenus sur le toit, ils n'ont trouvé qu'une boîte de pellicule
argentique. Vide. C'était encore l'époque où la photographie numérique n'existait pas. L'appareil photo était muni d'une pellicule qui était impressionnée par chaque photographie développée. Cette pellicule donnait un négatif de la photographie. Il fallait ensuite imprimer la photographie sur du papier photo. Les autopsies avançaient et vers minuit, alors que nous étions au travail depuis midi, j'ai dit à mon collègue de m'aider à ne pas oublier de disséquer la colonne cervicale de l'une des victimes, car je la trouvais fort laxe. De là pouvait être dû à la putréfaction qui avait atteint le corps, mais aussi à une fracture de la colonne, ce qui peut constituer une belle cause de décès, lorsque celle-ci a également causé une section de la moelle épinière. Je n'ai pas eu le temps de le vérifier, que la radio annonçait déjà la mort de la victime par fracture de la colonne cervicale. Nous étions pas sortis de la salle d'audience, ni l'un ni l'autre. Il n'y avait que des policiers dans la salle. Je ne pense pas que l'un d'eux avait parlé à la presse, mais je suis persuadée qu'un échange radio avait été intercepté. Que l'on ne s'y trompait pas. La presse n'est pas un ennemi, bien au contraire, mais le secret doit être préservé et nous devions d'utiliser tous les moyens pour ce faire, y compris d'être prudent. Je l'ai appris à mes dépens. J'avais donné une interview à la presse concernant un dossier dans lequel je n'étais pas impliquée et pour lequel on attendait des résultats ADN, alors que je n'avais pas parlé de l'ADN. Quelle n'a pas été ma surprise de voir au JT mon interview sous-titrée. L'ADN n'a rien donné, suggérant que j'avais pu fournir cette info à la presse, ce qui n'était pas le cas et qui, de plus, était impossible, car les analyses étaient toujours en cours. J'ai immédiatement contacté le directeur de la chaîne et ce message n'est plus jamais apparu. L'orifice de passage est là, devant nous, au thorax postérieur droit, et il présente une belle collerette érosive. La collerette érosive est la preuve du passage d'un projectile, mais aussi très rarement, comme je l'ai déjà raconté dans un autre de mes livres, d'un objet piquant comme un pic à glace, s'il est enfoncé avec force. Lorsque le projectile pénètre dans la peau,
il la déforme. La peau commence par s'invaginer, se diriger vers l'intérieur avant de se rompre, en laissant un trou en traversant la peau. Le projectile frotte sur les bords du trou qu'il crée en y laissant une collerette. Un petit col abrasé sur la périphérie. C'est typique d'un orifice d'entrée. L'orifice par lequel le projectile quitte le corps ne montre jamais cette collerette. C'est donc un excellent moyen de différencier l'entrée de la sortie d'un projectile. Je demande que le t-shirt soit saisi et que des traces de poudre y soient recherchées. Lorsqu'une arme à feu est utilisée et qu'un projectile est tiré, il y a beaucoup de choses qui sortent par la bouche du canon. Le projectile, bien sûr, mais également de la fumée, des grains de poudre et une flamme. Les traces que l'on retrouve sur la victime dépendent de la distance qui sépare le tireur de cette dernière. Si la surface qui reçoit le tir est nue, c'est sur la peau qu'il faudra chercher ces traces. Si cette surface est couverte par un vêtement, c'est sur le vêtement qui sert d'écran d'arrêt qu'il faudra les rechercher. Nous voici donc face à une entrée dans le dos. Ça ne tient pas la route. Jean Pascal est trop proche du mur pour que quelqu'un ait pu se trouver derrière lui. Et puis, si Jean Pascal s'est pris une balle dans le dos, c'est qu'il fuyait. Et dans ce cas, il n'est plus possible d'évoquer la légitime défense. Il n'y a pas de légitime défense lorsque le tireur n'est pas menacé, ce qui est le cas lorsque la personne sur laquelle on tire a le dos tourné parce qu'elle s'enfuit. Un maquillage est impossible. Si la scène de crime avait été maculée, on n'aurait pas mis le cadavre dans cette position, dos au mur, interdisant la présence de quelqu'un derrière lui, puisque la seule possibilité est que l'un des deux policiers ait été menacé par Jean Pascal et qu'un autre policier qui se trouvait derrière Jean Pascal lui ait tiré dessus pour défendre son collègue. Et la position du corps rend cette hypothèse impossible. Je décide de retourner le corps pour vérifier s'il y a une sortie. Il est toujours intéressant de comparer les orifices, même si la présence de la collerette érosive laisse peu de doute.
En médecine légale, la prudence est de mise. Et il ne faut jamais rien affirmer avant d'avoir tout vérifié. Il y a bien un orifice et il présente toutes les caractéristiques d'une porte, c'est-à-dire que rien dans son aspect ne permettrait de le qualifier d'orifice d'entrée. Il est en partie haute du thorax intérieur gauche. Maintenant que j'ai les deux orifices, j'ai la trajectoire. Elle est d'arriver en avant, de droite à gauche, sur un plan ascendant. Édouard se met en quête du projectile qui a traversé le corps. Sans le trouver, c'est très embêtant, d'autant que c'est une terrasse en texte et que vu son ancienneté et les interstices entre les planches, il est possible que le projectile s'y soit introduit et se trouve à présent sous le plancher qu'il faudra dès lors nécessairement démonter. Par contre, le labo identifie un impact sur le mur face à celui au pied duquel gît Jean Pascal. Le projectile est retrouvé à peu de distance. C'est le tir exécuté par Jean Pascal. Pendant ce temps, je décide de retirer le t-shirt pour la saisie. C'est au moment où je le soulève pour passer les bras que j'entends un objet tomber au sol. C'est le projectile. Il est recueilli avec toutes les précautions d'usage et isolé dans un sachet après qu'Édouard l'a brièvement examiné. C'est du neuf, déclare-t-il. En clair, cela veut dire que le projectile a 9 mm de diamètre. Son sommet n'est pas tronqué, ce qui signifie que sa pointe est ogivale et non aplatie. Plus la pointe est aplatie, moins le projectile est vulnérant. Plus vite il s'arrête en franchissant un obstacle. Ce projectile a un sommet ogival, ce qui implique qu'il n'était pas destiné à être ralenti comme il l'aurait été si la pointe avait été appliquée. En plus, il est déformé, ajoute Édouard. Cette observation conforte le fait qu'il a rencontré une structure suffisamment dure pour être défoncée à son contact. Il était dans les vêtements. Si un t-shirt a été capable d'arrêter sa course, c'est qu'il était à bout de souffle, ce qui est étrange pour un
9 mm, à moins qu'il ait heurté une structure osseuse massive comme un corps vertébral. On vérifiera à l'autopsie. Et nous voilà partis pour une autopsie qui promet d'être intéressante, puisqu'elle ne se bornera pas à déterminer une chose de décès, mais servira également à comprendre pourquoi le projectile a pu être arrêté par le t-shirt, de même que la structure qui a pu le déformer. Si aucune autopsie n'est banale, avoir un intérêt supplémentaire au départ est particulièrement motivant. Edward se fait apporter l'arme du policier. C'est un pistolet de GP 9 mm. Il en extrait le chargeur et vérifie qu'il contient bien des munitions de calibre 9 mm dont le sommet n'est pas troqué, ce qui est bien le cas. Plus tard, Edward fera des essais de tir avec cette arme pour obtenir des balles qui en ont traversé le canon. Ces balles seront comparées avec celles que j'ai retrouvées. Tous les projectiles qui ont été tirés par une arme possédaient les caractéristiques spécifiques de l'arme qui les a tirés, ce qui permet ce qui permet d'identifier cette dernière. Le corps est déposé sur la table d'autopsie que je réalise avec un de mes collègues. Comme d'habitude également, je passe le corps en scopie pour être certain qu'il n'y a pas d'autres projectiles à l'intérieur du corps. Je n'ai pas vu d'autres orifices, mais cela vaut toujours la peine de vérifier. L'autopsie confirme la trajectoire du projectile. Elle permet également de vérifier qu'il n'a touché aucune structure osseuse qui soit suffisamment massive pour le ralentir ou pour le déformer. En fait, il a juste fracturé une côte postérieure gauche lors de l'entrée, ce qui n'est pas suffisamment pour expliquer sa déformation. Nous
nous voilà bien avancés, avec un tir dans le dos, avec une balle dont on ne comprend pas le ralentissement ni la déformation dans le contexte d'un tir de policier où les deux protagonismes policiers de surcroît disent avoir fait face à la victime. Avec le labo, dont l'examen des lieux interrompu par l'autopsie n'a pas pu être achevé, nous retrouverons sur place un peu pour y chercher l'inspiration, je l'avoue, en silence. Édouard s'approche du mur et l'observe attentivement. À quelle hauteur la balle est entrée dans le corps? Je lui donne la hauteur et j'ajoute, d'après la comparaison du trou dans le t-shirt et la trajectoire du projectile, Jean-Pascal était légèrement aisé vers l'avant et tenait son arme à 2 mains devant lui avec les épaules relevées à environ 10 degrés. Édouard examine le mur devant lequel se tenait Jean-Pascal et dit qu'on ne l'a pas vu. Regarde, il y a un éclat dans le mur, pareil à celui du mur d'en face, que la balle de Jean-Pascal a percuté. Et ici, à sa verticale au sol, des fragments de briques. Merci, Édouard. Tu me facilites le travail. C'est une partie que je devais encore examiner, dit le technicien du labo. C'est un ricochet qui l'a atteint, explique Édouard. Il n'y a que dans les films que l'on voit ce genre de scène. Tout devient évident, comme un coup de poing au visage. Le labo fait les prélèvements voulus qui démontrent qu'en effet, la balle a percuté le mur à cet endroit. La suite est connue. La balle a ricoché, a touché Jean-Pascal dans le dos, a traversé son corps alors qu'il avait les bras tendus et était légèrement incliné vers l'avant, ce qui explique la trajectoire, puis a achevé sa course contre le t-shirt ralenti et déformé par l'impact sur le mur et le passage à traverser une côte. Même la trajectoire d'un projectile peut nous réserver bien des surprises. L'un des plus beaux cas que j'ai connus est celui d'une victime sur laquelle le tireur a ouvert le feu alors qu'elle était adossée contre un mur. Le coup de feu est parti. La balle est entrée dans le thorax. L'auteur s'est arrêté et a laissé sa victime mourir d'hypovolémie. Lors de l'autopsie, j'ai constaté que le sang
s'était écoulé depuis le cœur jusque dans la cavité thoracique gauche, causant le décès. Lors de l'examen extérieur, j'ai découvert 2 orifices à collerette érosive à même hauteur, un au thorax intérieur gauche et l'autre au thorax postérieur gauche. Il y avait donc eu 2 coups de feu, un de face et l'autre de dos. Logique. Et comme je n'ai relevé aucun orifice de sortie, j'en ai conclu que les 2 projectiles étaient dans le corps, toujours parfaitement logique. Mais c'était du 9 mm quand même, et j'avais plutôt l'habitude de voir de tels projectiles traverser le corps, sauf dans des cas particuliers, comme les balles à sommet tronqué, aplati, destiné à être ralenti afin de ne pas pouvoir quitter le corps de la personne touchée. Il fut une époque où les policiers disposaient de ce type de munitions destinées à éviter les dégâts collatéraux, comme toucher la personne derrière celui qui était visé parce que la balle lui avait traversé le corps. Comme d'habitude, en cas de coup de feu, je passe le corps en scopie à la radiographie et je recherche les 2 projectiles. Il vaut toujours mieux savoir où les chercher qu'espérer tomber dessus en cours d'autopsie, car les projectiles ne suivent pas nécessairement une trajectoire rectiligne une fois qu'ils sont ralentis par le passage dans le corps. À la scopie, l'appareil émet des rayons X en permanence, mais ne prend pas de cliché, ce qui veut dire que j'ai l'image radiographique en direct sur un écran. Je commence par le thorax, où je vois un projectile contre une côte intérieure gauche. C'est donc le projectile qui est entré par le dos. Mais où est le deuxième, celui qui est entré par le thorax intérieur? Il n'y en a pas. Je descends vers l'abdomen. Rien non plus. Là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus l'expert en balistique. José Serrano et moi restons perplexes. Je vais quand même passer le crâne et les membres en scopie. Également, même si je ne vois pas comment le projectile pourrait se trouver en l'un de ces endroits. Mais il faut tout vérifier. On se posera les questions ensuite.
Rien non plus. Je réalise l'autopsie avec un collègue. Mais je me réserve le thorax que j'aborde de manière particulière. En fait, je n'autopsie plus, je dissecte, en suivant de manière très précise, précise les trajectoires. Je pars de l'entrée thoracique intérieure, car c'est celle du projectile perdu et que l'accès en est plus facile puisqu'il ne nécessite pas de retirer les poumons de la cage thoracique. La balle a traversé le cœur, que je retire pour suivre la trajectoire derrière celui-ci. J'éponge la grande quantité de sang qui inonde la cavité pleurale.